semblerait qu'il y a un autre animateur d'une émission sur une chaîne publique, celle-là, qui annonce chaque fois le nombre d'émissions qu'il a, qu'il a enregistrées. Enfin, pour nous, c'est la 79e. En cela, je n'imite personne, mais je fais savoir aux téléspectateurs que ça fait 79 fois que je rencontre Christian Boutan, Daniel Marceline, et puis que Emmanuel de Rênal est venu s'ajouter, s'agréger à notre petite équipe de choc. Il manque un manager qui vient tous les 15 jours, mais enfin, il est avec nous par la présence et par l'esprit. Bonjour, Madame Marceline, vous allez bien? Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver. Et je voudrais faire un coup de chapeau à la commune du Saint-Esprit qui a organisé le samedi 11 mars un forum de l'habitat sur 3 thématiques, l'indivision successorale, les aides à l'habitat et les biens sans maître et vacants. Et vraiment, c'était super bien organisé avec une équipe à la fois d'élus et d'administratifs compétents, rigoureux dans l'organisation. Vraiment, c'est un grand coup de chapeau. Qui est le maire de Franz Célestin? Siro, notre cher confrère. Oh, quel plaisir. Emmanuel, ça va? Oui, très bien. Bonjour Gérard, bonjour à vous tous, bonjour aux téléspectateurs. Très bien. Le sport toujours intense. Intense, d'ailleurs hier soir avec toi et avec Maître Marceline, nous avons disputé d'intenses parties de pétanque. Et j'espère que vous êtes remis de vos émotions et de votre cinglante défaite, monsieur Darly Gardner. Bon, je dire ça, quand même. Enfin, on s'est beaucoup amusé, c'était très intéressant. Une grande première en ce qui me concerne. C'était un moment très agréable. Oui, en plein air. En fait, on voit ça de loin, on dit que c'est des has-beens qui jouent à ça, des papis et tout. Mais je suis désolé, c'est un sport c'est un sport. C'est un sport. Christian, le piano, toujours beaucoup de piano. Toujours. Je me permets de faire un petit clin d'œil à notre association de carnaval Charivari, à laquelle je ne participe pas cette année parce que voilà, je ne pouvais pas sur le plan musical. Mais voilà, j'espère qu'ils sont toujours très imaginatifs. Toujours. Hein. Toujours très créatifs. Et chaque année, chaque année, je joue avec eux, mais cette annne, il y aura une autre formation. Mais enfin, j'ai toujours de cœur avec eux. Très bien. En fait, tu es plus fidèle à Contretemps que tu es fidèle à Charivari. Tu as remarqué? Je ne vais pas m'en plaindre. Quelques brèves, si vous voulez bien, pour nous mettre en bouche. D'abord, la réforme des retraites, ou ce que j'ai appelé l'impasse d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que le Parlement vote la retraite à 64 ans ou que le président sera obligé, en fin de course, ce qui est pensable, de retirer son projet. J'ai un petit peu le sentiment de goût amer de toute cette affaire, que toutes les options choisies ont un peu le goût de la défaite. En effet, il voulait faire passer sa réforme, pensait-il, ça avait été préparé peu ou prou, à mon avis pas mal préparé, je vous le dirai en conclusion, avec assez d'amendements pour dire, voilà, écoutez, ça a été voté par le Parlement, c'est une loi qui a été labellisée par un scrutin démocratique de représentants du peuple. Mais le problème, c'est que s'il réussit, que cette mesure d'âge va rester en travers. En travers 64 ans, ça va rester en travers la gorge de tout le monde et le peuple ne va pas accepter après et il ne pourra pas calmer donc ce que j'appellerais la désaffection ou la colère simplement populaire. En tous les cas, ça va être... Je sais que Daniel va s'insurger quand je dirais que c'est un passage en force. Non, puisque ça passe par le Parlement. Mais c'est ce que le peuple va ressentir, un passage en force et non pas une solution démocratique. Une impression négative auprès de la population et je pense qu'il aurait dû être sage et d'arrêter de temporiser, de mieux négocier, de mieux discuter avec les forces vives qui sont dans la rue maintenant et qui rendent la vie quasiment impossible avec peut-être un petit peu de respiration cette semaine où ils ont laissé les métros circuler, mais pour tout le reste, la France est bloquée. Je pense que ça va se traduire en perte et ça va laisser une tache sur son mandat et je crois que le jeu ne valait pas la chandelle, je pense. Christian, donne 2 petits mots sur les sargasses qui reviennent en masse. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, je crois qu'il y a 8 millions de tonnes qui sont prévues là, pour décembre et janvier, ça a doublé. Ouais. Moi, vous savez, j'ai participé à des réunions avec le professeur Safache et je suis très reconnaissant de ce monsieur à travers ses prévisions, parce que Safache avait averti depuis très longtemps. Hein, il avait dit, attention, cette question de sargasses, c'est quelque chose de récurrent, quoi. Alors, je ne sais pas quelle solution. Alors, je crois qu'il proposait qu'on les recueille en mer. Mais voilà. Mais moi qui suis du Robert, la baie du Robert est infestée en permanence. Et cette semaine, d'ailleurs, il y a des habitants du quartier Pont-Aléry qui se sont mobilisés, qui ont barré la route parce que
j'imagine les difficultés qu'on a à vivre dans des conditions comme ça, quoi. Les gouvernants ont toujours un temps de retard sur des choses comme ça. Pas plus ici qu'ailleurs. En Bretagne, ça avait été le cas, mais là, ils ont peu ou prou trouvé des solutions. Ça fait partie des handicaps. On va parler de vrais handicaps. Celui-là, c'en est un. Oui, mais Daniel. effectivement, il y a une étude qui est apparue qui relève qu'il y a 7 millions de personnes souffrant de handicap, ce qui représente 14% de la population. En France. En France, mais ramené à nos populations, Guadeloupe-Martinique, Guadeloupe c'est 18%, Martinique 19%. Et donc ce sont des chiffres qui sont plus importants. Et on constate que le phénomène est aggravé par le fait qu'on a une population vieillissante et que donc par conséquent les personnes qui sont en âge avancé sont plus susceptibles de développer un handicap, donc ça accroît le nombre. Et l'autre constatation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aidants, et notamment d'aidants familiaux. Donc en pourcentage, on est important, hein, 14-15%, et que ce sont majoritairement des femmes. Les femmes. Des femmes. Ouais. La réalité, mais on le voit hein, souvent, hein, lorsqu'on on voit des personnes qui accompagnent des personnes âgées lorsqu'elles se déplacent, en général, ce sont des femmes. Et même dans les familles, on voit la question au niveau des successions. Je fais une petite digression, mais qui est liée parce que quelquefois, il y a une fille, en général, qui se dévoue pour rester au domicile pour s'occuper de ses vieux parents. Et elles ne savent pas forcément qu'au moment du règlement de la succession, elles peuvent demander à bénéficier que ce soit reconnu. Et quelquefois, il y a des problèmes avec les frères et sœurs qui contestent le fait qu'elles soient restées dans la maison, etc. C'est une vraie problématique. Alors qu'elles devraient presque toucher un salaire différent. Oui, absolument. C'est une vraie problématique. Oui. 19%, c'est un chiffre élevé. Oui, 19% et puis 15% de personnes qui s'en occupent. c'est ça. Qui sont quelque part, pas handicapées, mais qui sont quand même Ben, la vie est impactée par le fait qu'elles doivent se consacrer soit totalement, soit partiellement à leurs parents âgés ou en situation de handicap. Il y a un garçon qui ne nous surprend pas, parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur d'autres chaînes et d'avoir des discussions et des conversations avec lui. Et, il est directeur d'école, il s'appelle Max Orville, il est très intelligent, il est brillant. On n'a peut-être pas les mêmes idées politiques. Encore, je me demande si j'ai des idées politiques maintenant. Sinon, que ça serait la Martinique. Emmanuel, donne-nous 2 mots sur son apport récent au niveau du Parlement européen. Oui, alors Max Orville d'abord est député européen depuis peu de temps, puisqu'il est arrivé à mi-mandat. Et donc ça doit faire un peu plus d'1 an de mémoire. Et en si peu de temps, il a déjà fait énormément de choses au sein du Parlement. Il bouge beaucoup, il s'active beaucoup. Enfin, c'est vraiment un actif, un hyperactif même. Sur le plan politique au niveau du Parlement européen. Et il a fait quelque chose d'assez incroyable. Il a présenté le 6 février ce mois-ci à la Commission emploi du Parlement européen une série de propositions pour relancer l'emploi dans les Outre-mer, enfin dans les régions ultra-périphériques, les RUP, ce qu'on appelle les RUP. Et ces propositions ont été adoptées à l'unanimité. C'est quand même un coup politique formidable. Et ces propositions étaient fortes. Il y en avait une notamment qu'il appelle les zones franches sociales. Alors, la zone franche sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure révolutionnaire, si elle était appliquée, qui consiste à exonérer tous les salaires de charges sociales et de charges patronales. En gros, ça voudrait dire que si cette mesure était adoptée, en Martinique, le salaire brut serait égal au salaire net. Ça voudrait dire quoi en réalité ? Ça voudrait dire que l'employeur pourrait retrouver de l'oxygène pour créer de l'emploi, investir dans l'emploi, tout bêtement, donc relancer sa capacité d'embauche. Et dans le même temps, le salarié retrouve un pouvoir d'achat instantané de l'ordre de 20% qu'il pourrait remettre dans le circuit économique. Et par ces 2 moteurs qui s'allument, celui de l'emploi et celui de la consommation, le calcul, c'est que la machine économique reparte à la hausse et qu'en moins de 2 ans, on pourrait, ça c'est un peu une conviction que je partage avec Max Orville, en moins de 2 ans, on pourrait retrouver le plein emploi en Martinique. Donc ce serait une mesure incroyable si elle était appliquée. Quand il l'a lancée il y a quelques années, on lui disait « ça ne passera pas parce que l'Europe va bloquer ». Aujourd'hui, il est en train de débloquer le verrou européen et remettre la responsabilité devant nos élus locaux et nos partenaires locaux, notamment les représentants économiques locaux, les présidents de chambres consulaires notamment, pour pouvoir se mettre en espérant qu'ils se mettent maintenant ensemble
pour pouvoir obtenir De Bercy. de Bercy que cette mesure soit appliquée. Ce qui est un combat, à mon avis, essentiel, qui devrait nous unir tous, parce qu'à la clé, il y a le redémarrage de notre activité, le réamorçage de notre attractivité fiscale et économique, et d'une certaine manière, le début de résolution de beaucoup de nos problèmes, y compris nos problèmes sociétaux. D'autres programmes européens, tels que la programmation, tels que la garantie européenne pour la jeunesse, le Fonds social européen. Oui, alors parmi ces mesures, alors, j'ai beaucoup parlé de la zone franche sociale, qui est à mon avis le point essentiel, mais il y a également une alerte sur la bonne utilisation des fonds européens, puisqu'aujourd'hui ces fonds sont insuffisamment mobilisés. Il y a beaucoup d'argent que l'Europe met à disposition de notre économie et de nos investissements. Et là, il veut mettre en place des mécanismes pour accélérer la consommation de ces fonds, pour pouvoir la retrouver également à un niveau d'équipement global bien supérieur. En d'autres termes, ce n'est pas simplement des idées, ce sont aussi des idées qui correspondent à des programmes et à des fonds européens. Oui, exactement. Qu'on comprenne ça, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la littérature, c'est très pragmatique, c'est très concret. Quand il parle du retour à l'emploi des toxicomanes, ça veut dire qu'il y a des fonds qui existent, qu'il y a des programmes qui existent, il y a de l'exemplarité dans certains pays qui peuvent être transplantés, qui peuvent être appliqués ici. Oui, ça c'est le troisième volet de sa mesure, effectivement, c'est de considérer que la toxicomanie est un mal qui gangrène fortement notre territoire, enfin, nos territoires, et qu'il y a là des fonds qu'on peut mobiliser pour permettre de réinsérer ces populations, de les aider à sortir de leur mal et de les remettre dans l'emploi. Donc là, il va vraiment sur des sujets précis, économiques et sociaux et sociétaux, et je trouve que son approche est vraiment intelligente. En puisant dans la gibecière européenne. Oui, et moi je souhaiterais, enfin je formule le vœu maintenant que l'ensemble de nos élus, qui sont maintenant les bons relais, puissent se ranger derrière cette vision-là pour pouvoir enfin transformer l'essai, en fait. Toute politique confondue. Absolument. Christian, il y a un fonctionnaire qui s'en est allé, qui est M. Jérôme Viguier, qui a eu des propos assez intéressants. Est-ce que tu peux relater ça pour nous un petit peu? Enfin, je souris parce que il a été énormément présent sur les chaînes de télévision, notamment. Enfin, contexte oblige, Covid oblige. Et c'est vrai qu'il avait ce sens de la mesure, me semble-t-il. Oui, absolument. Voilà. Alors, il a passé 4 ans chez nous. C'est vrai qu'il a fait une déclaration qui est assez intéressante parce que, déjà, je crois qu'il a été très sensible aux particularités que nous avons ici. Ouais. Puisqu'il s'est rendu compte qu'il fallait absolument expliquer tout le temps à Paris, enfin, j'en sais quelque chose, les particularités de notre contexte. Donc, il a été amené, bien évidemment, à prendre un petit peu fait et cause pour nos voilà. Et puis, c'est vrai qu'il a dit, il a su notamment citer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les sargasses, les cyclones, les tremblements de terre et tout et tout. Et puis, effectivement, je cherche un petit peu son propos. Voilà, il a dit la résidence de ce territoire, la résilience, hein, c'est-à-dire la capacité à surmonter les traumatismes de ce territoire est impressionnante et force l'admiration. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire de lui, mais autrement, bien évidemment, c'est un fonctionnaire en plus qui a fait son boulot. Alors, juste un petit mot pour dire, avoir une pensée pour Christian Uxulé, qui l'a précédé, et qui aussi s'est beaucoup investi pour pouvoir adapter les dispositifs au niveau de la santé en Martinique. La bienveillance et la solidarité des Martiniquais les uns envers les autres face à des problématiques de santé et sociales, mais aussi la résilience de ce territoire. Voilà. Et puis il a cité, comme tu le dis, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, c'est surprenant qu'en partant, un fonctionnaire de ce genre sur lequel on a tiré, on a occupé les locaux, on a insulté les soignants qui faisaient venir et tout, qu'il ait conservé cette hauteur, tout à fait, cette distance, et puis en réalité une certaine tendresse pour nous. Oui, semble-t-il. Je voudrais vous informer que le nouveau site Internet des archives territoriales de la Martinique, après 2 ans d'interruption, est réouvert. Je sais que les 20 intellectuels martiniquais qui vont consulter ce site seront très contents. Mais après t'avoir entendu, ils seront beaucoup plus nombreux. Je t'inquiète, oui. Oui, parce que voilà, c'est-à-dire que les 15, si c'est la technique clivante et à rebrousse-poil pédagogique, et que c'est quand même un gros investissement, c'est un site qui est plus riche, plus convivial, plus accessible. Comme ils le disent, donc je vous incite. Et j'ai à côté de moi quelqu'un qui se lèche les babines de savoir que. Enfin, elle y allait physiquement, elle y allait donc. Tout à fait. Il y a un dossier sur l'immigration indienne qui est très bien fait. Alors, en tous les cas, 2 petits mots aussi pour la Guadeloupe, parce qu'en réalité, on nous regarde en Guadeloupe, on nous regarde à Saint-Martin, mais je n'ai pas pris conscience de ça.
Et il y a un conflit, mais colossal, qui se passe maintenant, c'est celui de l'EDF, avec des coupures. Alors, j'essaie de disséquer, mais je ne vais pas faire un sujet là-dessus, puisque ça ne nous concerne pas directement. Ça serait donc les accords binaux qu'exigerait le personnel d'EDF, plus une prime pour chaque employé, mais ça monte à l'argent, je crois que 40 000 euros. Et donc, le combat est très dur. Alors, je dis courage à nos amis guadeloupéens, courage à Jeanne, qui est une aficionada de notre émission, elle va se reconnaître. Enfin, on fait ça un petit peu comme dans les trucs, les disques des auditeurs. Et bon, on est avec vous de tout cœur, et c'est quand même extraordinaire que le pays soit bloqué comme ça pour une non-compréhension des gens entre eux. Toujours rapidement, en survolant, sans jeu de mots, c'est aux États-Unis où les 3 mystérieux objets volants ont été descendus, et il a fallu absolument que une haïtienne, la porte-parole de la Maison-Blanche, explique que c'est prouvé qu'il n'y avait aucune indication qu'il s'agissait d'extraterrestres ou d'activités extraterrestres. Il a fallu absolument en conférence hebdomadaire, qu'elle le dise, aux journalistes, qu'elle le dise, tellement sur les réseaux sociaux, ça laisse embraser. Et moi, je quand même pose la question, parce que je crois aux réseaux sociaux quelque part, et si c'était réellement des extraterrestres qui étaient dans ces objets? Jingle pour les actualités, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une Martinique et des Antilles, pas l'aspect noir parce que je suis désolé, on ne va pas dire qu'il n'y a que Big in Jazz, il n'y a que des livres qui sortent, des jolis livres, il y a aussi une réalité. On a parlé du handicap très rapidement, maintenant on va parler du vieillissement, et pour ça je laisse la parole à Christian s'il veut bien. Du vieillissement. Ou sinon moi je vais en parler, il n'y a pas de problème. Non, parce que je ne trouve pas. Alors, à la suite du passage du ministre Combe, il a participé au Conseil national de la refondation sur le bien vieillir. Et il a dit, bon, on va être impressionné par la qualité des sujets, etc., peu importe. Mais en tous les cas, que le gouvernement a pleinement pris conscience de la situation. Et c'est vrai que ce monsieur est arrivé, et puis il a dit que ça va mal, que la population vieillit, qu'il y a des conséquences colossal sur le plan sociétal, sur le plan du groupe. Et il est intervenu même à l'occasion de ce Conseil national pour expliquer que pour faire face au vieillissement rapide des territoires ultramarins, en premier lieu à la Martinique, à l'insuffisance, ce sont ses propos, et à la vétusté des établissements dédiés, il a tout visité. Par exemple, de Ventura, il a dit que c'est inadmissible. Indigne. Ouais. Il a expliqué qu'un plan de soutien indigne spécifique a été mis en place. Concrètement, c'est une enveloppe de 75 millions d'euros, dont 15 millions et demi pour la Martinique, qui seront débloqués entre 2021 et 2024. Mais tu as vu le sujet, alors? Oui, mais tu sais, comme tu l'as abordé, moi j'étais sur plus le plan du ministre. Ouais. Mais je n'étais pas, spécialement. Si tu veux, je peux continuer. Oui, tu continues. C'était à la fin de l'émission. Il y a 3 thématiques. Les oreilles. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une participation assez intense, quoi. C'est-à-dire que les opérateurs locaux étaient très présents. Ouais. Voilà. Et puis, il y a 3 thématiques signées: la valorisation des métiers, l'inadaptation de la société martiniquaise actuellement au vieillissement, exactement, et puis les questions du lien social et de la citoyenneté des aînés. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, il a pris très au sérieux cette visite. Il a constaté la précarité des établissements et des moyens. Et c'est véritablement... Sauf au gros monde. Ah, oui, sauf au gros monde. Exact. Voilà. Il a identifié les nombreuses inégalités par rapport à l'Hexagone. Il a identifié la précarité, l'insuffisance des offres, le problème des seniors, des services faits aux seniors, la faible attractivité des métiers. Donc, véritablement, tout un panel de questions, de problématiques. Effectivement, on sent qu'il a été imprégné, n'est-ce pas, de l'environnement. Et donc, il y a effectivement 2 grandes mesures. Un plan de soutien spécifique, tu en as parlé. Et puis, il y a aussi un plan général qui sera proposé, je pense, au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mai. Ouais, donc, il faut espérer, effectivement, que, puisqu'on parle beaucoup de vieillissement, que l'économie du vieillissement soit globalisée et que ça puisse être aussi porteur de métier, comme tu en parlais tout à l'heure. Oui, j'ai envie de poser une question. Comme nous sommes, selon les statistiques, le territoire où il y aura le plus de personnes âgées, et si nous devenions le laboratoire de la face, mais oui, un modèle pour les autres, pour savoir comment traiter avec toutes les problématiques que tu viens d'indiquer, ça pourrait être une piste.
Tu penses qu'il y a des élus qui peuvent t'écouter et t'entendre? Pas seulement, il n'y a pas que des élus aussi. La société civile, tu y crois? Aussi. Un groupe de citoyens qui vont monter sur plateau et dire, Oui. écoutez, il faut construire le laboratoire. Non, Ça serait parce superbe. qu'il n'y a pas que... Non, pourquoi je dis la société civile? Je prends l'exemple du Gros Morne, où il y a eu vraiment le public et le privé, parce qu'il y a une association Ouais. qui intervient pour pouvoir justement aider par les jardins, pour pouvoir les ça. ateliers, etc. Donc, c'est une implication de l'ensemble de la population. Oui. C'est bien d'avoir développé. Mais Magnifique. pour aller dans le sens de ce que dit Daniel, la société civile s'est intéressée au sujet. Contact Entreprise en particulier a Oui. publié un document là-dessus, Oui. en mobilisant les interventions des chefs d'entreprise pour faire des propositions en matière de silver economy C'est ça. et de mesures Ouais. pour pouvoir gérer le problème avec des solutions économiques. Et il y a plein d'idées qui ont été émises. Il y a notamment les idées, je me souviens, des idées intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'utiliser les personnes âgées en support des enfants. Bien Donc sûr. il y a des espaces où certaines catégories de personnes âgées peuvent jouer un rôle utile dans la société, donc redonner de l'utilité au vieillissement. Ça, c'est une vision que l'on n'a pas. On a tendance à vouloir parquer, à considérer que le vieillissement, c'est une fin de vie, et donc on gère plutôt une situation finissante, alors qu'en réalité, non, il y a là un actif Il y a qu'on des peut expériences, remobiliser. hein. Oui, mais en Martinique, pas Les suffisante. communes sont suffisamment impliquées. Et je pense que voilà, là, il y a de vrais sujets à mobiliser. Et il y a d'autres idées qui ont été proposées par ces chefs d'entreprise dans ce document qui s'appelle Martinique attractive. Il y a une vingtaine d'idées concrètes qui ont été apportées au débat public par le monde économique, tenant compte du vieillissement des populations. Autrement dit, il n'y a rien à inventer. Non, il faut simplement relire et puis se ça, remobiliser mettre en place, et ouais. puis se mettre en conscience collective sur le sujet. Ça fait quand même 10 ans qu'on évoque le sujet, je trouve. Je suis assez effaré de voir que 10 ans après, on en est encore à faire des constats alors qu'il y a des Pendant- mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps. Non, mais il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui sont faites. Pendant que tu as la parole, Emmanuel, parle-nous de la... Parce que je ne sais pas si il faudra revenir chaque fois sur le travail, sur la commission d'enquête qui a été validée par l'Assemblée nationale pour le gros problème de la vie chère. Oui, alors c'est Johnny Ajar, député martiniquais, qui va donc présider cette commission d'enquête. Alors une commission d'enquête, c'est une commission qui a un certain nombre de pouvoirs maintenant, d'investigation, donc qui va réunir une équipe de 30 parlementaires au minimum, je crois, pour pouvoir travailler sur le sujet et tenter de comprendre les mécanismes qui expliquent l'écart de prix qu'il y a entre les Outre-mer et la France hexagonale. Aujourd'hui, ces écarts de prix vont de 7 à 12,5%. Donc, ce sont des écarts de prix conséquents. Et quand on va sur les produits alimentaires, ce qui marque le plus les émotions des consommateurs, les écarts sont beaucoup plus importants puisqu'ils sont de l'ordre de 30 à 38% pour la Martinique. Donc, ce sont des écarts conséquents qu'il faut, à mon avis, tempérer en comparant les bons paniers. Parce que souvent, ce sont je suis un peu technique 2 minutes, mais ces 38% consistent à comparer le panier moyen d'un Français hexagonal au panier moyen d'un Français d'outre-mer, alors qu'en réalité, notre mode de consommation n'est pas le même. Si on compare ce que l'on consomme par rapport à et qu'on le projette sur une consommation nationale, les écarts seraient moindres, tout de même. Mais quand même, il y a Pas de beaucoup, parce que de plus en plus, on vit, on pense, on réfléchit, on mange à... Oui, mais on n'a pas les consommations liées au climat d'hiver. Il y a quand même des éléments structurels qui font que le mode de consommation est différent, tout de même. Je ne conteste pas. Donc là, pour être juste, il faudrait quand même affiner ces études, mais qui montreraient de toute évidence et quand même des écarts conséquents. Voilà, d'accord. Les écarts sont conséquents, ils s'expliquent. On sait que quand un produit est acheminé de la France hexagonale au rayon du supermarché de Martinique, il y a 7 étapes supplémentaires par rapport à l'opérateur économique de la France hexagonale. Donc chacune de ces étapes coûte de l'argent. Et donc il y a des réflexions qui sont menées, notamment par des acteurs de la grande distribution locale qui militent pour pouvoir écraser les coûts de chacune de ces 7 étapes. Donc c'est mettre à contribution tous les acteurs de la chaîne. Parce qu'en réalité, si on se concentre
que sur le chaînon final, qui est l'hypermarché ou le distributeur local, s'il devait fonctionner à zéro marge, l'impact sur le prix de vente serait minime. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Le mécanisme économique exige que le fournisseur soit mis à contribution, que le fret soit mis à contribution, que les frais de douane soient mis à contribution, que les taxes spécifiques soient mises à contribution, au moins sur un paquet de produits, dits de première nécessité par exemple, à définir les modalités de... Est-ce que, pour compléter ce travail, cette commission va donc travailler là-dessus. Elle va travailler sur le prix de la consommation, mais il faut aussi noter que le pouvoir d'achat résulte de deux facteurs. D'une part, le prix des objets que l'on achète, mais également les ressources que l'on a pour acheter les objets. Donc il faut peut-être, si on veut travailler de manière globale sur ce qu'on appelle la vie chère, il faut à la fois travailler sur les prix, mais également travailler sur les revenus. Et je reviens en cela sur la proposition de Max Orville qu'on évoquait tout à l'heure, qui lui apporte à ce niveau-là une vraie réponse de pouvoir d'achat, parce que lui, il intervient sur l'autre bout de la chaîne, qui est le revenu disponible du pouvoir d'achat. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner cette commission. J'espère qu'elle ne va pas se contenter Pas de supposition. qu'elle ne va pas se contenter, non, mais de désigner que des coupables, mais qu'elle va désigner aussi des solutions. Et il y en a. Je pense qu'il y en a réellement. Et nous sommes tous friands de ces solutions possibles. C'est la raison pour laquelle elle est transversalement politique. Elle est composée de membres de toutes les... Je pense que ça se fera un peu comme pour la commission chlordécone. Au chlordécone. Les résultats étaient tout à fait objectifs et larges au point de vue. Et ont surtout balayé très large, tant sur le plan scientifique que sur le plan juridique. C'est une très bonne chose que ça soit abordé comme ça, je pense. Bon, là, on est vraiment sur la radiographie de nos sociétés. Et dans cet ordre d'idées, Daniel pourrait nous parler de l'espérance de vie outre-mer. Alors, on va préciser, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Parce que le sujet, c'est celui-là. Parce que globalement, on a l'habitude effectivement de parler de l'espérance de vie. Grosso modo, c'est 79 ans, presque 80 pour les hommes, 85 pour les femmes. Mais l'autre question est de savoir quelle est l'espérance de vie en bonne santé. Oui. Et on se pose souvent la question, enfin l'étude plus exactement, qui est apparue, qui est en 2021, on étudie l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie avec sans handicap majeur. Et on se rend compte que, par exemple, pour les Antilles, on perd 10 points pour les hommes et 9 points pour les femmes. C'est-à-dire que, alors quand on sait que les gens vivent plus longtemps... Ça se transforme en nombre d'années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand tu perds 10 points, ça veut dire que pour les hommes, eh bien, au lieu d'être à 79, on est à 69. Et pour les femmes, à 75. Mais ça, on a besoin de soins intenses, on a besoin de... Quand on ajoute les handicaps majeurs, ça diminue encore plus. Donc, par conséquent, c'est une vraie problématique, d'autant que ça se double, et c'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant de l'étude, c'est de voir, il n'y a pas du tout d'égalité des territoires là-dessus, ni des territoires, ni des conditions sociales. Parce qu'on s'aperçoit que là où il y a le plus de personnes qui ne vivent pas en bonne santé, ce sont les territoires où le niveau économique est le plus bas. Par exemple, en France, on va constater que la région Île-de-France, il y a de très bons résultats. Quand on va arriver dans les Hauts-de-France, les résultats seront moindres. Et quand on regarde l'outre-mer est globalement en haut, c'est-à-dire que les résultats font qu'ils sont le plus impactés parce que les conditions économiques ne sont pas bonnes. Et quand on ajoute à ça les conditions sociales, parce qu'on va se rendre compte qu'un ouvrier a une espérance de vie qui est moindre qu'un cadre, elle est encore moindre en bonne santé. Et donc, cette étude, alors, les critiques disent qu'elle n'est pas vraiment significative parce qu'elle ne porte pas sur un panel très important de personnes interrogées, mais elle donne des indicateurs qui se recoupent par d'autres études. Et on voit véritablement que la situation économique, c'est-à-dire l'environnement économique, l'environnement social,
C'est fondamental dans le développement de l'individu et forcément de la famille. Donc dans les politiques publiques qui doivent être mises en place, il faut mettre en place des politiques qui permettent de résorber le plus possible les inégalités. Oui, c'est une problématique qui s'ajoute à la question de l'âge de la retraite. C'est-à-dire que si on arrive à l'âge de la retraite et qu'on est clopinant avec des béquilles, ça rend la chose Oui, sauf qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux devant cet âge-là. On va parler de problèmes de société, et pour ça, il faut un petit jingle. Violence et inceste, le retrait automatique de l'autorité parentale adopté à l'Assemblée. Ça vaut pour la France. On n'est pas en train de faire le Martinique bashing ou Outre-mer bashing. Daniel. Alors, c'est un projet de loi qui a été adopté il y a quelques jours à l'unanimité à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est les pouvoirs qu'ont les parents sur leur enfant mineur. Et cette autorité parentale, elle est de droit lorsque les enfants sont en couple marié ou bien lorsque l'enfant a été reconnu par le parent dans l'année de la naissance. Et cette autorité parentale est de droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas à la demander. Et ça veut dire que les parents ont des pouvoirs sur l'entretien de l'enfant, sur la santé de l'enfant, sur le patrimoine de l'enfant, sur l'éducation de l'enfant. Et le projet de loi s'applique aux parents qui a commis des violences à l'égard de l'autre parent, ou qui a commis des violences à l'égard de l'enfant, ou qui a commis un cas d'inceste à l'égard de l'enfant. La situation actuelle faisait que cette personne violente à l'égard de l'autre parent, ou à l'égard de l'enfant, ou incestueux, gardait son autorité parentale jusqu'à ce qu'un juge la lui supprime. Et l'expérience a montré que ce n'était pas si fréquent que cela, que ça prenait un temps fou, et qu'on avait des situations aberrantes où un parent qui avait été violent pouvait toujours exercer un droit de visite, parce que c'est un des attributs de l'autorité parentale, sur l'enfant envers qui il a commis le crime d'inceste, et maintenir l'emprise qu'il a sur cet enfant, et ça a des conséquences psychologiques indiscutables. Et donc ce projet de loi consiste à dire qu'en cas de condamnation, il y a automatiquement et obligatoirement une annulation de l'autorité parentale, sauf décision particulièrement motivée des juges. Et cet ajout c'est l'Assemblée qui l'a indiqué, ce n'était pas dans la proposition de loi. Et il faut vraiment que le juge dise pourquoi il ne supprime pas. Et il y a un deuxième volet qui est la suspension de l'exercice de l'autorité parentale dès le début d'une procédure. Avant le jugement. Avant jugement. Et ça, c'est vraiment très important parce que, compte tenu de la durée de la procédure, on pouvait avoir, lorsque la plainte était déposée et le moment où les choses étaient jugées, le parent qui continue à exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Et donc ça ne sera plus possible. Le ministre de la Justice a indiqué qu'il faisait en sorte que ça soit examiné rapidement au Sénat, et c'est inscrit le 21 mars au Sénat. Enfin, le dernier point qui a été ajouté, c'est le cas où il y a un seul parent qui exerce l'autorité parentale, et c'est justement ce parent qui exerce la violence, ça existe, et donc à ce moment-là, le texte prévoit qu'il y a obligatoirement une délégation de l'autorité parentale. Donc c'est une mesure de protection de l'enfant qui est vraiment, que tous les professionnels qui étaient autour des enfants victimes de violences appelaient de leurs vœux. Et donc il faut saluer. Les associations qui se préoccupent des victimes de l'inceste font remarquer que 8% seulement des parents dont les enfants révèlent un inceste portent plainte. Je ne vais pas faire d'arrêt volontaire. Et que 80% des plaintes sont classées sans suite. Explique la présidente de Face à l'inceste auprès de l'AFP. Donc c'est du sérieux, je n'ai pas inventé. 160 000 enfants sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles chaque année en France, selon la Civise. Et 400 000 enfants vivent par ailleurs dans les foyers où les violences conjugales sont permanentes. 400 000 gamins tous les soirs voir les parents
se crêper le chignon. Enfin, on voit un parent être victime de l'autre parent. Absolument, très certainement. Dans l'écrasante majorité des cas, le parent qui viole est un violent. Bon, pardon, pas qui viole, qui est violent, c'est un homme. Oui, c'est un homme, quoi. C'est les hommes braves, fiers et que nous sommes, quoi. C'est nous qui avons foutu fait, quoi. Féminisation des métiers, je trouve que ça te convient bien, ce sujet-là. La transition. Oui, la féminisation des métiers. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'Université de Zurich sur la base de données britanniques. Donc il faut peut-être du coup relativiser la portée de cette étude parce que je ne sais pas si elle est très représentative de ce que nous vivons nous. Mais en tout cas, cette étude met en avant le fait que les métiers se féminisent, que d'une manière générale, les femmes occupent de plus en plus des métiers jusqu'à occupés par des hommes, et que ça provoque une réaction chez les hommes de se retirer de ces métiers. Donc c'est assez amusant. C'est-à-dire il y a un phénomène de remplacement qui s'opère, et les hommes, alors l'analyse psychologique de tout ça, c'est que les hommes seraient, si on en croit l'étude, gênés que le métier qu'ils pratiquent devienne un métier de femme, et donc il y a une certaine honte à devoir assumer ce métier en tant qu'homme. Donc personnellement, je trouve ça un petit peu anachronique, mais ça c'est un avis. J'ai quelques réserves à mettre sur cette étude parce que je trouve qu'elle ne va pas dans le sens de ce que la société est en train de nous servir comme récit. Il y a plein de récits qui aujourd'hui sont ceux de la poussée extrême du féminisme. Il y a les récits de l'égalitarisme, il y a les récits de la déconstruction des genres. Il y a quand même tous ces récits aujourd'hui qui travaillent notre société. Et je trouve que ce fait-là, tel qu'il est présenté par cette étude, est un peu en contradiction avec tout ça. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette étude, c'est de ne pas tomber dans le piège de dire les hommes et les femmes, mais peut-être de parler des valeurs féminines contre les valeurs masculines, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'en effet, la société telle qu'elle évolue aujourd'hui dans ces métiers privilégie de plus en plus des valeurs de coopération, des valeurs d'intelligence relationnelle, des valeurs d'empathie, qui sont finalement des valeurs que jusque-là on attribuait plutôt aux femmes, contre des valeurs d'efficacité, des valeurs de résultats immédiats, des valeurs d'exigence et de rudesse, qui étaient plutôt des valeurs que l'on attribuait aux hommes. Aujourd'hui, conduire une société demande plus de capacités relationnelles, plus d'empathie, parce que le monde est de plus en plus complexe. Et en cela, en effet, on peut parler de féminisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire le distinguo entre femmes et valeurs féminines. Et puis enfin, pour conclure, je dirais, ce débat quand même, je le trouve un peu puéril, pour dire le fond de ma pensée, parce que en vérité, les métiers que l'on pratique aujourd'hui, qu'ils soient masculins ou féminins, est-ce que c'est le vrai débat? Quand on sait que 80% d'entre eux n'existeront plus dans 10 ans. On est quand même, je pense qu'on n'en est pas vraiment conscient, on est dans un carrefour assez incroyable où il y a des bouleversements majeurs qui transforment les métiers. Les métiers que l'on pratique n'existeront plus dans 10 ans, ça c'est une donnée maintenant avérée. Et les métiers de demain, seront-ils masculins ou féminins, ça ne sera pas le débat. Seront-ils humains ou ne seront-ils pas? Donc on est vraiment dans un vaste débat humaniste. La grande révolution de l'IA dont on parlait dans les émissions précédentes, l'intelligence artificielle, est en train de changer la donne radicalement, est en train de faire sortir les hommes que nous sommes des métiers que l'on pratique depuis des décennies, avec la conviction qu'ils ne bougeront pas, mais qu'ils vont bouger, ça c'est certain, et vont sans doute mettre sur la table de nouveaux métiers que l'on ne connaît pas encore. Et sincèrement, je ne pense pas que le débat sera de savoir si ces métiers-là seront féminins ou masculins. Deux choses, c'est que j'ai retenu quand même que les hommes s'éloigneraient de certains métiers en prévision d'une perte de revenus qui touche les salaires des femmes, parce qu'il y aura une sorte d'alignement vers le bas. Donc c'est peut-être vrai, parce que je pense que c'est lié à des normes économiques et techniques. Et puis aussi, pour abonder dans ton sens, dans notre métier d'avocat, j'ai assisté à l'arrivée des femmes dans ce métier, en grand nombre, qu'elles ont une capacité d'écoute, elles ont une capacité d'empathie à l'égard des clients que les modèles que nous avions, je ne les citerai pas,
qu'il y en a qui les adulent jusqu'à maintenant. Mais il y a des femmes qui adulent d'ailleurs ces modèles. C'était le quasi-mépris du client, je suis désolé. C'était mon cher, surtout que c'était des aristocrates, entre guillemets, Des des mâles dominants. aristocrates qui étaient avocats, des mâles dominants. Mon cher dans la cour du palais aux clients, comment ils parlent à leur peuple, qui les a nourris, qui a fait leur fortune. Mais c'était d'excellents hommes, par ailleurs, qui étaient des hommes pas de gauche, même, attention. Hein. Mais la femme est l'avenir de l'homme, disait le poète. Et je pense qu'en ce moment, c'est très vrai, parce que les valeurs féminines sont les valeurs essentielles pour pouvoir précisément résister aux poussées de ces nouvelles technologies. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que Humaniser le monde. Absolument. Et la clé pour pouvoir s'en sortir dans un monde qui va inventer des métiers nouveaux va aller puiser dans nos capacités affectives, dans nos capacités d'empathie. Et en cela, la femme est l'avenir de l'homme. Sans aller plus grand, genre, plus large. Tu as raison, c'est le propre de notre émission d'élargir le focus. Mais là, tout simplement, là, au niveau, simplement, dans le cadre de notre petit tribunal, j'ai vu des femmes agir avec gentillesse, avec sympathie à l'égard des gens de la campagne et autres, que nous n'avions pas. Et puis c'est tout. Et puis je suis debout devant mes paroles. Petit jingle culture, s'il vous plaît. Culture, on va donner ça à une femme. TikTok et la littérature, Daniel. Ah ben moi je suis très honorée de considérer que j'ai cette prérogative de pouvoir parler de la culture. Absolument. Alors, deux sujets sur la culture. Déjà, je dirais l'influence de TikTok qui diffuse de petites vidéos de quelques secondes jusqu'à 3 minutes maximum. Ouais. Sur des livres, les coups de cœur. Et donc, nous avons vu là des influenceurs qui utilisent cette plateforme. Je rappelle que TikTok a 100 millions de vues par mois en France. Et moi, je pense qu'il faut se réjouir de cela, parce qu'une étude du Centre national du livre a prouvé l'année dernière qu'il y avait un pourcentage important de jeunes de 15 à 25 ans qui étaient influencés par les réseaux sociaux pour pouvoir lire. Donc si l'angle d'approche à la lecture, c'est TikTok, moi je suis preneuse. Comme la semaine passée, les distributeurs de bouquins sur la place Bertin. Tout à fait, donc moi j'appelle ça de l'amorçage. C'est vrai que quelqu'un qui ne va pas entendre, qui n'aura pas chez lui des livres, qui ne va pas entendre parler de livres à l'école ou d'un livre, mais qui va par les réseaux sociaux qu'il consulte régulièrement, il va entendre parler de quelque chose qui va l'intéresser, il doit avoir envie d'aller lire. Et c'est d'ailleurs très significatif de regarder quelqu'un comme celui qui anime la Grande Librairie, Augustin Trapenard, qui à la fois anime la Grande Librairie, qui est une émission de télévision. Une émission littéraire de télévision, mais qui est réservée, on pourrait presque dire, à une élite, parce qu'il n'y a pas un public élargi, mais il est également sur TikTok. Et il a des millions de personnes qui vont entendre, parce qu'il sait adapter son discours en fonction du public qu'il a. Et donc, moi, je dis saluons tout ce qui peut permettre d'aller à la lecture. Et le deuxième sujet, c'est Mathieu Gama, Le jour où les Antilles feront peuple. Alors, c'est un ouvrage qui est sorti il y a un peu moins de 3 ans. Et Mathieu Gama, c'est quelqu'un qui a un parcours quand même assez particulier, en tous les cas qu'on peut relever. Il est, anciennement on disait huissier de justice, maintenant on dit commissaire de justice. Ça ne se dit plus, huissier de justice, c'est ça sa formation, sa profession qu'il exerce toujours. Et qu'il exerce très bien. Et il est aussi médiateur. Il a fait partie de la première génération de médiateurs qui ont été formés. Exact. Et très efficace, je peux en témoigner. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très inséré dans la vie associative, puisqu'il a été président d'un club de basket à Fort-de-France. Et on sent également, à la lecture de son ouvrage, qu'il est pétri d'ouvrages sur le développement personnel. Alors, il a lu beaucoup, parce que son livre est émaillé de citations d'écrivains martiniquais et guadeloupéens. Et alors, ce livre est composé de plusieurs parties. Et il y a une préface d'Ernest Pépin. Ernest Pépin, c'est un écrivain qui de la notoriété, un écrivain guadeloupéen
dont on connaît la notoriété, donc qui a préfacé le livre. Et il y a plusieurs parties dans cet ouvrage. Et moi, j'ai retenu surtout la troisième partie, qui est en fait les Antilles résilientes. Parce que je considère qu'il y a un peu une originalité et une innovation dans ce qu'il appelle les tuteurs de résilience qu'il voit pour la Martinique. Avec le passé que nous avons, nous dit-il, les moyens de mettre en place, notamment par le fait que nous avons la façon dont nous avons de concevoir la famille, la spiritualité qui n'est pas la religion, nous permet d'avoir cette possibilité, cette aptitude à construire le monde de demain. Et il dit une chose qui me paraît importante et qui va faire écho à chez Emmanuel: je suis l'autre et l'autre c'est moi. Et on se souvient d'Ubuntu d'Emmanuel. D'ailleurs, quand il commence son livre, il dit nous autres Antiliens, nous sommes ci, nous sommes ci, nous sommes ça. Et donc, cette capacité à considérer que, par exemple, la victimisation, c'est pas notre état. Et donc, par conséquent, nous devons en sortir et nous avons la capacité d'en sortir. Donc, moi, je considère que vraiment... C'est un livre à lire. C'est un livre à lire. Oui, oui. Augustin Trapenard, je veux bien. Confirme. Augustine Trapenard. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler maintenant de musique, mais un petit jingle avant. Jingle, jingle, jingle. Intense émotion lors du concert de Jean-Claude Némraud en présence de Jean-Philippe Barthély. Oui, ben c'est vraiment très touchant. Et d'ailleurs, on a bien vu que Jocelyne Béroir, Némraud, ils ont éclaté en pleurs, quoi, parce que c'est vrai que on a une grande sympathie pour Jean-Philippe Barthély qui a alimenté notre répertoire, mais de façon extraordinaire. Bon, ceci étant, effectivement, on consacre à Némraud. Alors Némraud, aujourd'hui, il a 71 ans. Hein, il a appris le piano très jeune avec une certaine Madame Eda Pierre, une certaine Madame Daniel. Il est originaire de Saint-Pierre, je crois que c'était du Mont-Nevers, mais enfin, je pense que c'est de la région. Hein. Il est originaire de cela. Il est parti assez tôt en métropole, mais il a joué ici avec Jackie Alpha, avec José Alpha. Ils avaient un premier groupe. Il a eu un parcours exceptionnel. Il a accompagné Nancy Holloway, il a accompagné Joe Archer, il a accompagné Stoney Chardin, Eddie Michel, Michel Fugain, Myriam Makeba, Manu Dibango, Henri Guédon. Donc, on voit un itinéraire extraordinaire avant Peter Gabriel. Ah, j'ai oublié Peter Gabriel, avec qui il a fait une tournée mondiale de 1 an et demi. Particularité, il était le seul francophone. Il n'y a qui anglais qui était là. Et il a fallu que Manu Katché arrive pour qu'il puisse respirer, pour pouvoir parler un peu français. On va écouter un premier titre, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va écouter SOS Mémé, un titre merveilleux, écrit par Edith Lefel et Jean-Claude Némraud. L'air commence à vieillir, s'arrête. Condamné à vivre tout seul. Malgré ton cas passé, on ne peut pas oublier. Pour songer l'intéger, tout le monde entier plié. J'en village l'inventaire, yo abandonné. Tout ce qui t'arrête, c'est l'homme pour prier. Tout ça y'en commandé, c'est un petit moment. L'homme, ça pour nous baillons, c'est titac tourneuse. Voilà, très belle époque, hein. C'était où la classe, l'esthétique était au rendez-vous. Jean-Claude, c'est 40 ans avec Kassav. C'est 8 albums aussi à son nom. Donc, un itinéraire extraordinaire. Et puis, Jean-Claude, c'est énormément de compositions. Alors, arrêtez là, manquez 10 autres. Il a écrit 171 titres qui sont déposés à la SACEM. 171? Oui. SOS Mémé, En Balaté, Rêve en moins, chanté par Patrick Saint-Éloi. Ça, c'est composition de Jean-Claude Némraud. Il a écrit Retrouvailles. C'est une belle mazurka que Francisco m'avait fait écouter un jour. Enfin, bon, je ne vais pas entrer. L'amour en trop, Avec Doudou, Collé serré, Les années folles. Doudou, est-ce qu'à songer les années folles? Vous vous rappelez ça?
Voilà. Et puis Jean-Claude Nemo, c'est un chef de la mazurka. C'est un gars qui a rebâti la mazurka. On est loin de la mazurka traditionnelle. Puis Jean-Claude Nemo, c'est aussi un technicien, c'est de la technologie. Alors je continue, au pet filao, tu dis que tu n'aimes pas ça. Ouais, c'est aussi Jean-Claude Nemo. Polisson, Doméis. Voilà, et je vais vous proposer d'écouter un titre de son premier album qui s'appelle Eveo Doudou. Ah oui. Ah, non, est-ce que c'est ça qu'on a pris Non, c'est le rachettier, pardonnez-moi, puisqu'on continue le concert des mazurka. OK. Rachettier. Amitman ka wè wad dan rêv mwen Mwen ka santi ou kouche bon mwen Kon wan niyaj ka vlope mwen Ou ka souri ban mwen le mwen dekouaje C'est que les chagrins, qu'a fan ciel tête moins, mais l'âge arrivé, faudrait moins partir, pas désespérer, pas décourager. Si vous plairez ou ça, j'ai moins peut même racher. Ça des fois plus raide, gardez bateau qui mène moins, l'autre côté l'homme en te que vle dire des petits mots, tout reste, quand j'en serré, moi peux pas parler. Dans nuit, moi kawawa dans rêve moi, ou à dans rêve moi. Alors, il a aussi collaboré avec beaucoup de gens. Il a écrit des chansons avec Gilles Floro, avec Justin Béroir, avec Jean-Philippe Mantelli, avec Raph Tamar, avec Patrick Saint-Éloi. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un individu isolé. Il a toujours communiqué. Et puis, alors, je voudrais aussi vous faire écouter un titre ou changer parce que j'étais très fier. Il a remporté un prix de la SACEM, du temps où je organisais les prix de la SACEM. Et je me rappelle au Grand Carbet, il avait gagné le prix de la meilleure composition avec Ou changer. Et il avait été très, très ému également. Nous comprenons déjà dépassé, ça les a pas qu'à contrôler. Miniatuellement, moi constaté ou changé, parler on dit ça pas même broché, ou dire. Même c'est un homme aussi, on te fait moi pour moi, peut ça garder. Toujours qu'à rêver, des jours qu'à sortir, mon bien ressenti, qui faisait partie pour tout changer, mon bien pas de changer aussi. Voilà, c'est le Digital Tour. Le prochain concert, c'est au Trianon à Paris, avec tous ses amis, Raph Tamar, Justin Béroir. Voilà, mais Jean-Claude Nemo, c'est vraiment un grand. Et je crois que c'est un homme très modeste aussi, qui a toujours été humble. Et nous sommes très heureux de son répertoire. Je retiens le concept d'humilité. Nous avons passé, ça fait un mois à peu près, une après-midi avec lui, avec un groupe de personnes de toutes couleurs mélanines de ce pays-là, à discuter. Vous savez comment c'est ce que je prône. Il est resté silencieux toute l'après-midi. Il nous a simplement dit que pour lui, maintenant, c'est se consacrer à la Martinique. Et il a un projet que je ne vais pas révéler, puisque c'était secret, mais pour valoriser son pays. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous remercie tous. Je ne salue personne, puisqu'on a dépassé le temps. En tous les cas, je vous remercie, vous, d'avoir été présents et d'avoir été... Et comment on pourrait dire solide. Pourquoi ne pas parler Solide, Solide, voilà. À la semaine prochaine.